Alors, parmi les mesures qui auraient dû être annoncées d'ailleurs, non, moi c'est le début du président week-end Macron, et des vacances. il y a cette suppression de l'ENA, une mesure qui est censée rapprocher les élites du peuple et donc de répondre à cette demande pressante des Gilets jaunes. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur de la rédaction, directeur adjoint de la rédaction chez Marianne. Beaucoup applaudissent. Mesure qui était attendue apparemment par les Français. Encore que, il faudrait peut-être faire des sondages. Je ne sais pas si, non, je crois que j'ai vu passer un sondage que 62% des Français, de mémoire, tiens, ça me revient, et n'étaient pas favorables à la suppression de l'ENA d'ailleurs. C'est assez étrange. Ouais. Cette mesure, selon vous, elle va faire pchit, elle ne changera rien? Elle ne changera rien. Alors, elle était quand même voulue pour rapprocher… Par les Gilets jaunes, mais peut-être pas par les Français d'ailleurs. Voilà, bon. Elle était voulue pour rapprocher le peuple et les élites. Et effectivement, moi, déjà, je constate qu'il était question globalement de réduire les inégalités, de réduire ce fameux écart. Et Emmanuel Macron, dans la mesure où il n'a pas beaucoup de moyens de marge de manœuvre, eh bien… Budgétaire, regardez cette histoire de réindexation des petites et moyennes retraites sur l'inflation. Supérieur à 2 000 euros, ça coûte 1,5 milliard. Ouais, c'est quand même pas non plus cher, c'est 7 fois moins que le geste de décembre. Donc vous voyez, donc, au fond, il est contraint, il est réduit à faire des mesures symboliques pour réduire justement cet écart. Et là, je crois que ça ne marchera pas vraiment, cette histoire. Alors, là-dessus, en fait, je ne crois pas que ça vient de l'école, au sens école nationale d'administration, mais plutôt du moule dans lequel est formée cette élite. Et là, je vous encourage à lire ou à relire Antonio Gramsci, qui est un philosophe italien du début du XXe siècle, et qui, lui, explique un peu la reproduction des élites. Et sa thèse, c'est de dire tout ne provient pas, à l'inverse des marxistes, tout ne provient pas de l'économie, des systèmes de production et de répartition des richesses, mais d'une forme d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire de corpus idéologique d'une élite qui s'appuie sur un système, sur des intellectuels, il appelle ça des intellectuels organiques, sur un système, pour reproduire sa domination culturelle, sa domination intellectuelle, et donc, après tout, je dirais, par voie de conséquence, sa domination économique. Alors, à l'époque, c'était le clergé. Il écrit dans les années 10 et 20. Il a même été emprisonné par Mussolini. C'est le créateur du Parti communiste italien. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est plus évidemment le clergé, plus loin, c'est un autre clergé, ça va être le clergé administratif, les énarques, le clergé médiatique, le clergé économique. Et effectivement, la question n'est donc pas véritablement de se dire c'est l'ENA proprement dit, c'est la question… C'est la doxa, c'est la doxa des élites qui dépasse largement le cadre de l'ENA. C'est-à-dire que demain, si ceux qui prennent le pouvoir, parce qu'il faut quand même qu'il y ait, je dirais, une hiérarchie aussi dans le service public avec, je dirais, des hauts fonctionnaires qui font marcher les services publics. Hauts fonctionnaires qui sont d'ailleurs aux ordres du politique. Oui, et c'est légitime, c'est légitime. Eh bien, si vous mettez un ancien d'HEC, ça va être à peu près la même chose. Si vous mettez même, je dirais, c'est pas qu'une question d'école privée, vous prenez des docteurs dans les universités en économie, la plupart pensent exactement comme l'ENA, c'est-à-dire en gros être pro-européen, pro-libéral, ce qu'Alain Minc appelait, on l'a beaucoup critiqué, la pensée unique. Le cercle de la raison. Le cercle de la raison, pardon. Exactement. Vous avez raison. Exactement. Sauf que, donc, à vous écouter supprimer l'ENA, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est donc remplacer le logiciel, l'hégémonie culturelle, sociale, libérale, c'est ça? C'est ce logiciel-là par un autre logiciel, c'est ça? Historiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, vous avez, dans les années 50 et 60, une hégémonie culturelle qui était exercée par le Parti communiste. Et effectivement, vous avez les intellectuels qui exerçaient un magistère universitaire, éditorial, à tous les égards. Et donc, ils exerçaient ce que Gramsci appelait une hégémonie culturelle. Vous allez me dire, alors il faut passer de l'un à l'autre et cela passe par une révolution, en gros. Je ne crois pas. Je crois que justement la grande difficulté, et là vraiment on dépasse le cadre de l'ENA, la grande difficulté c'est de faire cohabiter
la pluralité des pensées. La pluralité, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une élite qui soit favorable, je dirais, qui soit plutôt libérale, plutôt macronienne, donc tout à fait légitime, et puis aussi une élite qui ne pense pas exactement pareil, c'est-à-dire plutôt dans un cadre de l'État-nation, qui va être par exemple pour l'industrie, plus colbertiste, plus interventionniste, bon, bref, et puis d'autres aussi tendances. Donc la question qui se pose par-delà la question de l'ENA, d'HEC ou du cadre universitaire, c'est au fond le jury. Comment on sélectionne, comment on va sélectionner demain cette élite, cette nouvelle élite, et là, véritablement, ce qu'il faut pour le garantir, c'est ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres, mais pas simplement les fenêtres, je dirais, sociales ou même des Parce que c'est comme le sujet, pardon, c'est comme le fond du sujet. Aujourd'hui, s'il y a ce sentiment que les Français sont éloignés, encore une fois, des énarques et de la haute administration, c'est parce que les profils de ceux qui sortent, qui font l'ENA, encore une fois, ne ressemblent pas du tout à l'image, leur composition ne ressemble pas du tout à l'image de la société. On a ce chiffre qui m'a été cité par Alain Min, qu'aujourd'hui, c'est 2% des fils d'ouvriers qui font l'ENA, alors que c'était, il m'a dit en son temps, 20%. Donc l'idée, c'est aussi, c'est peut-être changer de logiciel, mais comment est-ce qu'on ouvre, encore une fois, le recrutement à la France d'en bas, tout en conservant l'excellence technique? Alors, c'est comme ça, le sujet aussi. Ce n'est pas, vous avez raison, ce n'est pas qu'une question, je dirais, de déterminisme social. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les... 80% sont des fils de cadres. Oui, mais si vous aviez par exemple la Direction Générale du Trésor, qui était qu'on crédite ou on discrédite pour avoir une pensée unique, elle embauchait aussi des universitaires qui n'avaient pas ce moule-là. Or, il se trouve qu'ils avaient exactement la même pensée. Et c'est en ce sens que Gramsci a raison. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a un déterminisme social, mais... Contre lequel il faut lutter. Bien sûr, contre lequel il faut lutter, absolument. Donc, et ça, il n'a pas tort, le président. C'était l'école de la République. Mais la question, c'est aussi... je dirais, la pensée dominante. C'est-à-dire que vous pouvez, c'est pas parce que vous êtes un fils d'ouvrier que vous allez penser pour, je dirais, défendre vos pairs, c'est-à-dire pour les classes moyennes, et que vous allez être pro-gilet jaune une fois que vous serez dans le cercle des élites. Non. C'est-à-dire que la question qui doit se poser, effectivement, vous avez raison, c'est la pluralité des profils, et c'est aussi l'ascension sociale pour que l'ascenseur, je dirais, républicain refonctionne à nouveau. La pluralité des idées. Mais la pluralité des idées, parce que vous savez bien que, on disait souvent Alain Madelin était d'origine modeste, c'est pas ça qui l'a conduit à faire des choix, à mon sens, on peut en discuter, mais qui soient favorables, je dirais, à ces origines-là. Attention quand même à cette forme de déterminisme idéologique qui consiste à dire parce que vous êtes issu de la classe supérieure ou de la classe moyenne ou défavorisée, vous allez avoir un biais. Vous allez avoir un biais. Probablement qu'il existe ce biais, mais ce serait faire fausse route que de passer, de le réduire à simplement un biais social. Il y a un biais idéologique extrêmement fort qui est la pensée dominante, qui est l'hégémonie culturelle. Social-libérale. À mon sens, elle est social-libérale, social-libérale, et il faut l'ouvrir. L'ouvrir, ça ne veut pas dire renverser la table, parce que finalement, on commettrait exactement les mêmes travers. Regardez le Parti communiste dans les années 50 et 60. Non, ça c'est tout simplement d'assurer une sorte de pluralité, et cela se fait, pardon d'être aussi trivial, de passer d'un Gramsci à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, c'est quand même beaucoup le jury. C'est-à-dire comment, sur quels critères on choisit l'admission de cela. Et la question de se dire on va faire comme l'école de guerre, c'est pas si mal, en se disant on va sélectionner ceux qui ont fait leurs preuves, pas des jeunes qui ont réussi leur dissertation à 22 ans, qui ont fait une bonne dissertation. Non, on va prendre des jeunes, des moins jeunes qui ont une dizaine d'années d'expérience et qui ont, dans l'art du vécu, de l'administration des choses, au sens administrare, eu du vécu et ont fait leurs preuves. C'est bien, mais attention que dans la sélection, on ne reprenne pas aussi les mêmes choses où on vous dit qu'il faut penser tous de la même manière. Parce que ce qui va se passer lorsqu'ils seront aux commandes, c'est qu'ils se mouleront dans ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques. Ils reproduiront... d'endogamie intellectuelle. Ils reproduiront l'endogamie intellectuelle, c'est exactement ça. Et il faut bien avouer, et je termine par là, c'est que les Français sont très forts là-dessus. Pourquoi ? Parce que historiquement, ils ont fait une erreur
je dirais, une erreur matricielle, fondamentale, c'est que à la Révolution française, les élites n'ont pas vu les choses. Eh bien, ça leur a coûté, je dirais, la vie à certains. Donc il y a une sorte de plasticité de l'élite française à s'adapter à l'environnement. C'est ce qui explique par exemple le fait que dans les années 80, la gauche est devenue libérale par opportunisme, On n'a jamais autant par privatisé que flexibilité. sous Jospin. Voilà, donc il y a une sorte de flexibilité intellectuelle de l'élite pour proroger sa domination. Ça, c'est un truc particulièrement français, qui provient, à mon avis, de la Révolution française. Donc supprimer l'ENA ne changera rien, selon Franck de Dieu. On va voir la couverture de Marianne de cette semaine, qui va arriver dans les fractions de seconde. Si on l'a, si on l'a pas, voilà. Voilà, ces trésors qu'on laisse partir en fumée. Voilà, exactement. Et en économie, autre chose sinon, cette semaine? Ah ben en économie, on a beaucoup parlé de l'effet, on parle de l'effet waouh à l'effet pchit, à propos du grand débat. Ouais. On parle aussi de la participation, parce que finalement c'était dans l'objet des 50 ans du référendum perdu du général de Gaulle, et on s'aperçoit en regardant de plus près eh bien qu'il y a tout, il y a cette histoire de participation qui est une vraie redistribution des fruits de la croissance, et puis la régionalisation, et notamment la fusion avec le Conseil économique et social. Je ne sais pas si ce projet vous dit quelque chose, mais c'est un peu dans l'air. On a un peu exhumé les termes de ce référendum et on s'est aperçu à quel point finalement le vrai moderne des deux, c'était pas Macron, c'était finalement De Gaulle. Voilà, tout ça est à lire donc dans le numéro de cette semaine de Marianne. Merci beaucoup Franck. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction donc de l'hebdomadaire. Merci. Merci.